Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé et surtout de partager le plateau avec vous, Seigne Saliou et Abdoulaye. Donc c'est un plaisir également de retrouver les téléspectatrices et téléspectateurs de Sen TV. C'est partagé. Alors j'en profite pour faire un petit coucou à Moussa Hatch de Agir, à Ouliba également qui avait hâte de revoir l'essentiel à la télé. Alors Seigne Saliou, bonsoir. Bonsoir Néné, bonsoir Thierno, bonsoir à mon jeune frère Mbow et bonsoir à nos téléspectateurs. Le jeune frère Abdoulaye, bonsoir. Oui, bonsoir à vous Néné. Tu acceptes aujourd'hui ? Je préfère ne pas répondre aux provocations. L'essentiel est que sur le plateau de l'essentiel, nous agissons. Je dis également bonsoir à Thierno. Je dis également bonsoir à mon grand frère Serigne Saliou Gueye. Très bien. Alors, le projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale a été adopté à l'Assemblée nationale vendredi. Et je rappelle que c'était dans un climat assez tendu. Alors, l'opposition juge cette loi liberticide. Alors, comment expliquer justement, que pouvez-vous nous dire de ce caractère liberticide de cette loi? Comment le comprendre? Oui, une loi liberticide. D'abord, je voudrais préciser qu'il y a eu énormément d'arguments allant dans le sens de dire le contraire de ce qui a été évoqué. Notamment l'argument selon lequel l'article 279 alinéa 1, qui a fait la polémique, ne fait pas partie du projet de loi parce que c'est un article qui était là depuis 2016. D'abord, cette affirmation n'a absolument rien à voir avec la vérité parce que l'article 5 de la loi de modification dit très clairement, à son article, comme je l'ai dit à l'article 5, le titre 2 du livre 3 de la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal comportant les articles 279-1 à 279-23, alinéa 23, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que les dispositions que le ministre de l'Intérieur a eu à lire à l'Assemblée nationale ne sont plus d'actualité. Ces dispositions ont été abrogées. Et il fallait, bien entendu, s'orienter vers les nouvelles dispositions qui ont été remplacées, notamment l'article 279 alinéa 1 et suivant. Alors, sur ces articles, qu'est-ce que nous avons noté? Nous avons noté fondamentalement qu'il y a aujourd'hui une menace par rapport aux leaders politiques et aux leaders d'opinion. Pourquoi nous le disons? Parce que tout simplement, quand en 2016 la loi avait été votée, bien entendu, il n'y avait pas eu cette suspicion. Pourquoi? Parce que quand on parlait de terrorisme, on pensait à des gens qui viennent avec des armes, qui font des explosions, comme ça se fait en Europe, comme ça se fait au Mali, comme ça se fait mais quelle est la différence alors entre 2016 et 2021? Voilà, la différence c'est que, par extension, la définition du terrorisme, par extension, c'est orienté aux hommes politiques, c'est orienté aux leaders d'opinion. Vous avez tous entendu les différents ministres du gouvernement lors des événements de mars dire que c'est du terrorisme. Ils ont parlé de terrorisme. Ça veut dire que si aujourd'hui on fait une étude de la loi, si par extension les actes posés par les hommes politiques à travers des appels à manifestation est considéré comme du terrorisme, ça veut dire que nous sommes menacés, nos droits sont menacés. Et comment? Mais Thierno, est-ce qu'on peut se baser sur ces propos pour dire que cette loi est exclusivement réservée aux hommes politiques ou à l'opposition? Non, cette loi n'est pas exclusivement réservée, mais le domaine d'intervention de la loi n'exclut pas les hommes politiques et les leaders d'opinion. Parce que quand on lance un message qui peut aboutir à des actes terroristes, et on va à l'article 269-1 qui dit que des actes commis intentionnellement dans le but de troubler gravement l'ordre public, de troubler au fonctionnement normal des institutions nationales et internationales. Mais c'est par extension, aujourd'hui, si un leader politique fait un appel à manifester et qu'il y ait des débordements et que ces débordements puissent être qualifiés de troubles graves à l'ordre public, il tombe sous le coup de la loi en tant que terroriste. Mais en 2016, personne ne pouvait croire que par extension, on pouvait orienter la définition du terrorisme sur les faits et gestes des hommes politiques qui expriment librement à travers leurs prérogatives, il y a une expression démocratique. Donc je pense fondamentalement que c'est là exactement où se trouve le problème. Et nous pensons que c'est une loi qu'il fallait revoir
Parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète encore une fois, on veut couvrir un mal à travers un bien. Tout le monde est d'accord que le terrorisme doit être combattu, c'est clair, mais on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on veuille ajouter dans la définition du terrorisme le fait qu'on puisse, à travers l'expression démocratique, faire appel à des manifestations. Je termine sur ça juste pour dire que si cette interprétation de la loi était appliquée le 23 juin, tous les initiateurs du 23 juin allaient être désignés comme étant des terroristes. Dans aucun pays du monde, on a vu les manifestations en France avec les Gilets jaunes, on a vu les manifestations en Italie avec la Covid, etc. On a vu des manifestations un peu partout qui ont troublé l'ordre public, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Mais aujourd'hui, dans les éléments de langage du gouvernement, on parle de terrorisme en faisant référence aux activités des hommes politiques, aux appels aux manifestations. D'accord. Alors, il y a eu certes des réformes, mais cette loi avait été adoptée aussi le 28 octobre 2016. Alors, pourquoi autant de réticences aujourd'hui en 2022? Et on parle des textes qui visent à lutter contre le terrorisme. Est-ce que vous en doutez, Seigne Saliou? Mais Néné, s'il n'y avait pas d'innovation dans ce texte-là, pourquoi on l'aurait voté? On vote un texte dès l'instant qu'il y a des innovations dans un texte, si minime soit-il. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il faut vraiment que ceux qui sont aujourd'hui du côté du pouvoir cessent de nous dire qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans ce texte. S'il n'y avait rien de nouveau, on n'allait pas proposer ça à l'Assemblée nationale, cela n'allait pas susciter autant quand même de débats. Oui, ils ont parlé de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme, de piraterie maritime. Oui, mais ça, en 2016, on en avait parlé. Mais le problème qui se pose, c'est que ce que les gens ne disent pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un simple délit qui doit être traité devant un tribunal de droit commun, aujourd'hui, on peut le qualifier en acte terroriste. Je prends par exemple l'article 238 du Code pénal. Qu'est-ce que l'ancien article disait? Et là, ceux qui ont présenté la loi aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale veulent nous faire croire que cet article-là n'a pas été touché. Or, ce n'est pas du tout vrai. On disait que constitué en association de malfaiteurs, tout groupement formé ou toute entente établie, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, en vue de la préparation ou de la commission d'un crime. Ça s'arrêtait là. On y a greffé ou d'un délit. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un simple délit peut être qualifié d'un acte terroriste. Aujourd'hui, au niveau même des manifestations, et aussi la requalification même de ce qu'on appelle association de malfaiteurs. Ça aussi, c'est un problème. Parce que dès l'instant qu'on parle d'une simple intimidation, on a dit, dès l'instant que quelqu'un commet un acte qui peut être qualifié d'intimidation à l'endroit tout simplement d'une population, en ce moment-là, on considère ça comme étant un acte terroriste. Et ce qui est grave, c'est que la Convention d'Alger que le Sénégal a ratifiée, comment dirais-je, en 2002, cette convention-là, la définition qu'il donne du terrorisme n'est pas du tout la même avec la définition aujourd'hui que l'on a donnée récemment, c'est-à-dire avant-hier avec cette loi-là. Ce qui veut dire que là, on nous parle d'harmonisation des textes, mais il y a un problème. Et dès l'instant que ces gens-là nous parlent, aujourd'hui, nous sommes vraiment sous le feu des Nations Unies. Ce n'est pas du tout vrai. Il est vrai qu'au mois de février dernier, le GAFI, le groupe d'action financière, avait placé bien sûr le Sénégal sur une liste grise en disant qu'il fallait renforcer, bien sûr, concernant la lutte, c'est-à-dire le blanchiment des capitaux. Mais ça est arrêté là. Mais pourquoi aujourd'hui, on veut tout simplement qu'à partir tout simplement de la commission d'un délit, on peut assimiler ça à un acte terroriste. Et ça, quels sont les articles que cela vise? On nous a dit que les attentats et complots visaient article 72 jusqu'à 84. Et n'oubliez pas que le fameux article 80, dont souffrent tant les politiciens, ça fait partie aujourd'hui de ces articles-là qui peuvent être qualifiés tout simplement d'actes terroristes. Et dès l'instant qu'il y a trouble à l'ordre public, qui est un fourre-tout, ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les politiciens, quand même, il y a l'épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête. Et qu'on le dise ou non, même concernant le blanchiment des capitaux, on en a parlé aujourd'hui. Ça me renvoie tout simplement au émécotour que faisait récemment Ousmane Sonko, qui nous dit que demain, quand celui-ci va faire son émécotour, les gens ne vont pas assimiler ça tout simplement à des capitaux entrant tout simplement dans le champ même du terrorisme. Ça veut dire que cette loi-là est une loi dangereuse dans la mesure où, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, c'est une loi qui vise tout simplement les opposants du Sénégal. D'accord. Alors, on a entendu cette voix de la société civile qui quand même soutient la société civile, qu'il fallait peut-être en parler, en discuter, parce que c'est une chose quand même qui est assez importante pour
en débattre comme ça. Oui, effectivement, je crois bien qu'il faut que l'on cultive dans ces pays-là la notion du dialogue. Pour obtenir des consensus forts, lorsque surtout il s'agit de propositions de loi, en tout cas qui touchent l'ensemble des segments de la nation, qui véritablement menacent le renforcement de notre démocratie, mais également les acquis démocratiques. Vous savez, la pire forme de terrorisme, c'est celle-là des positions. Avec véritablement une dose élevée de partisanerie aveugle, où l'on assiste au triomphe de la passion et à l'éclipse de la raison. Et plus que jamais, on parle justement de cette nouvelle loi. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'article 279 alinéa 1, parce que si on suit le champ lexical par rapport au libellé de cet article-là, on est en droit de nous poser des questions. Et nous avons entendu Maître El Hadj Amadou Sall, qui est un allié du président de la République, parler véritablement de présence d'erreur par rapport justement à l'écriture de cette loi. Nous avons également entendu le président Doudou Wade, qui a également dit qu'il faut impérativement qu'il y ait en tout cas quelques changements dans le contenu de la loi. Mais moi, je ne me focalise pas trop. J'écoute les propos tenus par les hommes politiques, je les stocke, je les analyse et je les commente avant pour ensuite aller dans leur diffusion. Mais si on écoute les acteurs de la société civile et principalement la RADDHO, principalement Amnesty International, principalement la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, je crois bien que ce sont des organisations dans lesquelles on trouve des hommes de droit, autrement dit des avocats. Et également eux, à leur niveau, ils ont interprété la loi pour dire qu'en réalité que c'était un précédent dangereux qui menaçait véritablement les libertés individuelles et collectives. Maintenant, il est vrai que le ministre de la Justice vient de sortir un communiqué il y a tout juste quelques heures pour rappeler qu'il n'y a aucune manifestation à caractère politique où des personnes ont été arrêtées et effectivement pour des faits de terrorisme. Mais peu importe, l'un dans l'autre. Vous savez, on parle de loi, mais qui respecte la loi? Pour qui et contre qui? Si l'on prend un exemple banal, Tcherno, l'article 730 du Code de procédure pénale est très clair en matière véritablement de jugement rendu et que c'est le greffier qui doit écrire la notification prononcée par le juge pour la remettre à l'autorité chargée de l'inscription sur les listes électorales. Et nous avons vu une autorité administrative sortir pour dire qu'en réalité que ce citoyen sénégalais n'a pas le droit d'être inscrit sur les listes électorales si l'on tient compte du code électoral en ses articles L31 ou L32. Oui. Alors que le code de procédure pénale en son article 730 est clair. Donc, il y a véritablement un problème d'interprétation véritablement des lois selon le cas où on se pose. Et c'est ça véritablement le débat. Donc, il faut impérativement que l'on adopte la politique du consensus, autrement dit la politique du dialogue. Alors, une loi jugée peut-être liberticide, antidémocratique selon certains, mais c'est bien passé en commission. L'opposition parlementaire n'avait pas le temps aujourd'hui de montrer leur opposition par rapport à cette loi avant qu'on vote cette loi à l'Assemblée nationale vendredi? Oui. Comment jugez-vous déjà l'attitude de l'opposition parlementaire sur cette question, j'ai moi-même posé une question très simple en disant que qu'est-ce qui s'est passé pour que la loi fasse tout un parcours? Parce que vous savez, quand une loi vient à l'Assemblée nationale, c'est d'abord mis à la disposition des députés. Ensuite, il y a un passage au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a un passage au niveau de la conférence des présidents qui fixe les deux dates. Date de tenue de la commission et date de tenue de la plénière. Ensuite, il y a un passage au niveau de la commission et enfin, ce qui s'est passé le vendredi passé au niveau de la plénière. Cette réponse ne peut être donnée que ceux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale qui pourront véritablement expliquer ce qui s'est passé. Mais je peux quand même dire une chose. Sur des questions, je pense qu'aujourd'hui, Ablaye l'a dit tout à l'heure par rapport à la concertation, la société civile en a parlé également. Je précise à Ablaye que les hommes politiques n'ont pas seulement comme, fonction la politique. Il y a des juristes, il y a des hommes de droit, il y a des etc. Donc, et ne sont pas forcément partisans au point de ne pas pouvoir être objectifs sur certaines questions qui interpellent la nation, qui vont au-delà des appartenances partisanes. Donc, il y a cette concertation qui est nécessaire sur des questions éminemment qui vont dans ce sens-là, qui concernent l'intérêt général. Parce que la loi, c'est l'émanation normalement de la volonté populaire. C'est ça la définition. Et on a besoin, quand le gouvernement met en place un projet de loi, qu'il y ait au préalable des discussions qui sont engagées.
Mais non seulement les discussions ne sont pas engagées, non seulement qu'il n'y a pas de concertation... Mais la faute à qui quand ces discussions ne sont pas engagées? Bien entendu, la responsabilité elle est partagée. Qui est initiateur de la loi? L'initiation de la loi appartient concomitamment au président de la République et aux députés. Projet de loi, proposition de loi. Donc, aujourd'hui, il s'agit d'un projet de loi. Il revenait au gouvernement d'ouvrir une concertation sur la question concernant les leaders politiques peut-être en dernier ressort. Même si le gouvernement n'ouvre pas justement ces discussions, l'opposition parlementaire peut pousser justement le gouvernement à parler de ça. Est-ce que dans ce sens, d'aucuns accusent l'opposition d'être, on va dire, entre guillemets, de mauvaise foi? Vous, comment vous le percevez déjà? Non, j'en arrive. C'est-à-dire que ce que je voulais dire par rapport à ces questions-là, c'est que le fait de permettre qu'il y ait une procédure d'urgence pour une loi aussi importante, et c'est souvent le cas quand on était à l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte, le code des impôts, plus de 300 articles en procédure d'urgence, le code des collectivités locales en procédure d'urgence. Moi, cette loi-là, quand j'ai été au courant et j'ai pu la voir, mais pour travailler sur une telle loi, il faut une étude comparative. Non seulement on lit ce qu'il y a, mais il faut aller voir ce qui est déjà. Il faut une étude comparative par rapport à l'état actuel du code pénal et du code de procédure pénale. Ensuite, voir ce qui a changé, etc. Ça prend du temps pour le député. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé au sein de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait pas eu d'alerte très tôt, qu'on puisse savoir ce qu'il en est. Je pense que ceux qui sont là pourront comprendre. Mais je pense que le député, quand même, a un rôle important à jouer par rapport à l'information destinée au peuple sénégalais. Donc là, l'opposition parlementaire a fauté. Je vous donne un exemple. Je ne pourrais pas le dire. J'attendrai une explication dans ce sens. Je vous donne un exemple très simple. Quand il y a eu, par exemple, la loi sur les loyers, la baisse des loyers, je me rappelle, à cette époque, j'ai fait une contribution pour parler de la loi, pour dire, voilà les problèmes qu'on risque d'avoir. On risque d'aller vers une spéculation. C'était une mesure sociale. C'était peut-être très risqué de traiter cette loi de cette manière, mais on a anticipé pour dire la manière dont la loi a été rédigée, on risque d'aller vers une spéculation plus tard, et c'est aujourd'hui le cas. Je pense que aussi le député a un rôle fondamental d'informer les populations, d'informer leurs mandats. Maintenant, tout député pourra vous dire ce qu'il en est exactement, parce que je ne suis pas à l'Assemblée nationale, je ne maîtrise pas ce qui se passe, mais fondamentalement, il y a cette nécessité d'informer les populations, aussi bien du camp de l'opposition que du camp du pouvoir. Alors, on va peut-être revenir sur vous. Vous allez nous parler de votre riposte parce que cette loi a quand même été adoptée. Qu'est-ce que vous allez faire pour le combat après? Mais Seigne Saliou, que dire aussi de l'opposition parlementaire? Mais pourquoi, dans cette histoire-là, on vaille faire porter le chapeau de la responsabilité à l'opposition? Est-ce qu'on en arriverait là si ça avait été posé sur la table dès le début? N'oubliez pas à l'Assemblée nationale qu'il y a tout simplement des députés, fustiles de l'opposition ou de la majorité présidentielle. Si une loi est initiée, tout simplement, la loi elle est votée pour le peuple dans les normes. Donc je crois qu'il n'y a pas péril à la demeure dès l'instant qu'il fallait tout simplement faire une division et faire une concertation là-dessus. Il fallait communiquer là-dessus. Et là, je crois que ça devait être à l'initiative même de l'exécutif. Il est vrai que l'opposition parlementaire, on peut leur faire des reproches, mais quand même, il ne faut pas qu'on leur fasse porter le chapeau de la responsabilité. Les initiateurs de cette loi-là et qui ont peut-être caché cette loi jusqu'à la veille, même de son adoption en plénière, je crois que là aussi, il faudra dire quel est aussi le rôle des députés de la majorité présidentielle. Parce que si on veut mettre l'opposition, c'est-à-dire on veut rendre fautive l'opposition, et en ce moment-là aussi, il va falloir faire la même chose aussi pour les députés de la majorité présidentielle. Sinon, cette loi-là quand même revêtrait un caractère tout simplement liberticide. Et c'est ça réellement le cas. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut tout simplement se dire, cette loi-là vise tout simplement des gens, en tout cas du champ de l'opposition. Et ce qui est malheureux, c'est que j'ai entendu un ancien, je crois, président de la commission des lois, M. Djibrilouar, citer nommément des gens en disant que voilà une loi qui va permettre tout simplement de fermer la gueule à une certaine catégorie de personnes. Ce qui veut dire quoi? C'est que qu'en réalité, déjà, le langage commence à les trahir. Et qu'en dehors maintenant de ces personnes qui ont été citées, certainement qu'il y a d'autres aussi membres de l'opposition, ou bien il y a peut-être des journalistes aussi qui les gênent tout simplement, qui seront visés exclusivement par cette loi-là. Moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est que ce qui constitue tout simplement un délit peut aujourd'hui devenir tout simplement être qualifié par un acte terroriste. Et pendant les manifestations, s'il y a réellement un acte qui a été considéré comme tout simplement
trouble à l'ordre public, tout simplement, le procureur peut bel et bien qualifier cet acte-là de... Et c'est là où réside le danger. Il y a eu l'effet des gilets jaunes pendant 6 mois en France. Pourtant, ça n'a pas permis aux Français de modifier leur code pénal pour dire que les assises que les gilets jaunes ont fait pratiquement devant l'Élysée pendant 6 mois constituaient des actes de terrorisme. Même si, à un certain moment, il y en a qui sont allés même secouer les grilles de l'Élysée. Ce qui s'est passé lors de la mort de George Floyd aussi, ça n'a pas permis aux États-Unis, qui ont vraiment une peur morbide du terrorisme, de qualifier aussi ces actes-là d'actes terroristes. Pourquoi aujourd'hui que dans ce pays, pour un simple délit, on va tout simplement qualifier cet acte-là d'acte de terrorisme? Alors, il faut se dire que derrière tout cela, il y a tout simplement un agenda caché du président de la République. Et cet agenda caché-là, c'est faire de sorte que de museler tous ces gens qui s'opposeront éventuellement à son 3e mandat. Il faut qu'on ose le dire. Tout ce que le président est en train de faire, il a non seulement renforcé l'arsenal de la répression, il a recruté des nervis au sein même des forces de police et de la gendarmerie. Oui. Aujourd'hui, c'est au tour maintenant des lois. Certainement qu'il va se s'entourer aussi. Pour le 3e mandat, vous pensez? Mais bien sûr, la voie est très claire. Abdoulaye, alors, est-ce que vous pensez que cette loi découle des événements de mars dernier? Bon, on peut l'interpréter dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, je ne saurais être totalement affirmatif. Mais en tout cas, on a posé les jalons. Et depuis la première déclaration du ministre de l'Intérieur, Félix-Antoine Diome, qui a taxé des terroristes, justement des citoyens sénégalais. On a également vu un journaliste écrire dans les colonnes de son quotidien qu'il y avait la présence d'éléments des forces démocratiques de la Casamance, pour ne pas dire des rebelles de la Casamance. Comment se fait-il que nos forces de défense, si réputées et si professionnelles, ne puissent pas déceler la présence, en tout cas, d'éléments appartenant au mouvement du MFDC? Je crois bien que dans ce pays, nous sommes en train de jouer avec les mots et c'est très dangereux. Demandez aux Maliens véritablement ce qu'est un acte terroriste, Tcherno. Demandez aux Burkinabés ce qu'est réellement un acte terroriste. Demandez aux Tchadiens, aux Nigériens, etc., ce qu'est réellement un acte terroriste. Donc nous, par la grâce de Dieu, nous sommes encore épargnés. Je crois bien que le gouvernement à lui seul, ces ministres, ces députés, ces directeurs généraux ne peuvent pas lutter à eux seuls contre justement le terrorisme. Le terrorisme doit véritablement être l'affaire de tous les Sénégalais. Nous devons tous nous engager dans la même voie, pour aller dans le sens de lutter âprement et à tous les niveaux, à toutes les échelles, contre véritablement toute menace terroriste. Maintenant, si réellement on joue avec les mots, Tcherno vous l'a dit, Néné, qu'il faut une étude comparative pour pouvoir interpréter le contenu d'une loi. Mais si, par extraordinaire, l'opposition parlementaire, entre le temps de la réception du document et le temps de l'étude comparative et le temps de la saisine peut-être de conseil juridique par rapport justement à la composition de la loi, peut véritablement avoir accusé un retard par rapport au délai, en tout cas, de communication et s'adressant aux Sénégalais pour véritablement lancer l'alerte. Mais quoi qu'il en soit, le président Macky Sall, il avait parlé en tout cas de réformes consolidantes. Oui. Il avait dit lors de la séance de dédicace de son livre, j'aime à le rappeler, qu'il n'avait pas fait assez de réformes et que s'il était réélu, il irait dans le sens de faire des réformes. On rappelle que le président Macky Sall, au moment où il était opposant, clamait, indiquait, notait qu'il ne construirait pas des ponts, des autoroutes comme son prédécesseur, mais qu'il irait dans le sens de rétablir l'état de droit. L'état de droit, c'est véritablement bâtir des institutions fortes. L'état de droit, c'est avoir en face une opposition forte. L'état de droit, c'est avoir une société civile forte. C'est cet équilibre-là qui nous permettra véritablement de continuer à être cette vitrine de la démocratie, d'avoir cette stabilité démocratique dont nous avons besoin pour véritablement jouer le jeu de l'apaisement dans le jeu politique et aller dans le sens d'avoir un processus électoral clair, un fichier électoral clair, etc., et organiser des élections démocratiques, quel que soit le type d'élection que nous organisons. Nous en avons les moyens, mais vous savez ce qui est dommage. Quand on est dans l'opposition, on prend des engagements, on fait des promesses à Dja, on crie partout. Et quand on arrive au pouvoir, pratiquement, on piétine l'ensemble de ces promesses, on piétine l'ensemble de ces engagements. Et c'est ce qui arrive au Sénégal, pratiquement depuis la première alternance. Donc, pour changer de fusil d'épaule, je crois bien que
Thierno a été à l'Assemblée nationale. Je n'ai rien contre les députés, encore de la majorité ou encore de l'opposition, mais il faut aller dans le sens d'avoir des députés de qualité par rapport à leur engagement et par rapport à leur dévouement pour le seul service, au seul service justement de ceux-là qui représentent, autrement dit, le peuple sénégalais. Alors, est-ce que vous pensez que cette loi cache un agenda caché du président de la République? Oui. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le but de créer toute cette polémique, d'aller vers une procédure d'urgence, de vouloir vaille que vaille faire passer la loi? Il y a anguille sous roche, c'est clair qu'il y a un agenda caché derrière cette loi. Il y a certainement un agenda caché. Alors, sur cette question justement, vous savez, tout est une question d'interprétation et de qualification des faits. On parle de l'élément, vous savez, on utilise l'élément intentionnel dans l'infraction, parce qu'il y a l'élément légal, il y a l'élément matériel, mais c'est surtout par rapport à celui qui est d'une manière intentionnelle. Et l'intention, pour pouvoir repérer l'intention dans l'infraction, mais c'est un élément extrêmement subjectif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les interprétations faites au niveau des hommes politiques de la majorité, on a vu beaucoup de ministres parler de terrorisme, on a vu à l'Assemblée nationale également des députés, parce que nous savons tous que parfois il y a un partage d'éléments de langage entre majorité et gouvernement. Donc des députés sont clairement revenus sur ce qui s'est passé en mars. Des députés ont clairement parlé de terrorisme par rapport aux activités politiques des leaders politiques. Donc ça veut dire tout simplement que cette interprétation-là peut être la même interprétation demain du procureur qui est le maître des poursuites, parce que le poste du procureur est éminemment politique, tout le monde le sait. Donc ça veut dire tout simplement que demain, sur la base d'une interprétation et de la qualification des faits, un homme, un leader politique, un leader d'opinion, un leader religieux, n'importe quelle personne qui a la possibilité de faire un appel à manifester peut être accusé de terroriste. La deuxième chose, c'est qu'on ne fait pas trop la différence entre l'accusation, l'inculpation et le procès. Imam Niang, il a été en prison pendant combien d'années avant d'être jugé? Donc, la crainte, ce n'est pas de dire le jour du jugement, on dira que non, ça n'a rien à voir avec le truc, mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la détention provisoire, nous savons tous que ça fait des dégâts dans notre pays. Donc, il y a une volonté manifeste de mettre au-dessus des têtes des leaders d'opinion une épée de Damoclès, de leur dire, attention, quand vous appellerez à des manifestations, s'il y a des débordements, et qu'on puisse qualifier ces débordements de troubles graves à l'ordre public, vous êtes responsable et vous êtes terroriste. C'est ça qui est extrêmement grave. Et ça, c'est une interprétation extensive de la loi qu'ils sont en train de faire eux-mêmes et qui peut être reprise par le procureur de la République le moment venu. Parce qu'on sait comment ça se passe dans ce pays. C'est pourquoi nous condamnons fortement cette manière cavalière de faire face à des adversaires politiques. C'est inacceptable qu'on puisse, dans notre pays, utiliser la loi pour pouvoir combattre des adversaires politiques. Alors, cette loi a été adoptée. Quelle sera la posture aujourd'hui de l'opposition? Alors, deux postures. La première posture, ça concerne l'opposition parlementaire qui a déclaré qu'il y aura une saisine du Conseil constitutionnel. Nous espérons que pour cette fois, le Conseil constitutionnel dira le droit et ne se mettra pas à souligner les fautes ou de syntaxe, etc. On l'a vu parfois. Deuxième riposte, je pense que l'opposition doit davantage être ensemble, doit davantage se réunir, être unis pour tout simplement faire face à ces forfaitures. Et ce qui est clair, ce qui est extrêmement clair, c'est que quand un leader politique de l'opposition ou quand l'opposition d'une manière générale renonce à faire des appels à manifester, à demander aux gens de réclamer leurs droits, à exercer leurs droits constitutionnels, ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition. Donc nous ne pouvons pas prendre peur par rapport à ces questions-là. Nous sommes obligés de nous opposer tel que ça a été décrit dans la Constitution. Parce que dans la Constitution sénégalaise, quand on dit du président de la République, de l'Assemblée nationale, on parle aussi de l'opposition. Et la vocation de l'opposition, c'est s'opposer. Et personne ne peut s'opposer sans demander à manifester. Maintenant, je termine peut-être sur ça pour dire que il y a des conséquences de l'échec des politiques sociales du gouvernement actuel, du régime actuel, dans les manifestations.
Parce que lorsqu'il y a des manifestations et que ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui véritablement vivent dans des conditions précaires, hein, à cause, bien entendu, d'une mauvaise politique sociale ou d'une mauvaise politique économique d'une manière générale. Mais s'il y a des débordements, justement, ce n'est pas le fait des hommes politiques de l'opposition. Mais justement, c'est parce que tout simplement, certaines personnes ont voulu montrer leur mécontentement. Et ça, c'est une question qu'il faut traiter autrement et ailleurs. Parce que ce qui est important à dire, c'est que ça ne sert absolument à rien du tout de casser le thermomètre pour faire baisser la température. D'accord. Alors, on vient de recevoir ce communiqué peut-être du M2D que je vais vous lire. L'ex-caporal Ousseynou Fall, membre du M2D de Thiès, a été cueilli chez lui par les éléments de la gendarmerie nationale et placé en garde à vue à la brigade de recherche de Thiès pour appel à l'insurrection. Le M2D Thiès demande sa libération sans condition et met en garde les autorités contre toute campagne d'intimidation et de chasse à l'homme visant les membres du M2D. J'espère que ce n'est pas l'homme politique que j'ai entendu aujourd'hui dire qu'ils vont réserver un accueil mémorable au président de la République. Oui. Il est dans son droit. Il a dit que le président de la République, dès l'instant qu'il mettra les pieds à Thiès, et d'ailleurs, il a même dit à la police, à la gendarmerie, il faudra aller dans le sens de nous protéger parce que nous viendrons ici manifester avec nos pancartes pour mettre tout simplement dérouler que le président de la République n'a pas droit à un troisième mandat. On est dans un pays démocratique. Je crois qu'aujourd'hui, la gendarmerie et la police, plutôt que de s'acharner sur cet homme-là, devraient tout simplement déployer les moyens allant dans le sens tout simplement de les protéger le jour J. Parce qu'ils ont fait une alerte en disant qu'ils n'accepteront pas que ces nervis qu'ils ont vus défiler au foot de venir à Thiès semer le bordel là-bas parce qu'à Thiès, personne ne peut les intimider. Et moi qui vous parle, je sais qu'à Thiès, personne ne peut les intimider avec des nervis qu'ils ont importés. Donc je crois qu'aujourd'hui, au lieu de prendre M. Fall là, à vouloir l'intimider ou bien essayer de casser toute dynamique de leur, en tout cas de leur organisation, il ferait mieux tout simplement d'aller dans le sens de les protéger et leur laisser toute la latitude de manifester en disant qu'ils sont contre tout simplement le troisième mandat. Ce qui s'est passé à Saint-Louis est inacceptable parce qu'il y a des gens qui ont déroulé une banderole sur laquelle on avait mis tout simplement que le président n'a pas droit à un troisième mandat. Parce que si on laisse passer, demain nous qui sommes ici sur les plateaux derrière ces micros et qui disons que ce président n'a pas un troisième mandat, c'est-à-dire que nous aussi nous sommes susceptibles tout simplement d'être passés par la